Quand j'ai commencé ce projet, j'avais du mal à passer mon camion en 4 roues motrices, et ce n'était même pas mon camion. J'ai dû l'emprunter à mon père parce que je ne possédais même pas le bon équipement pour aller à mon ranch au départ. Maintenant, 1 an plus tard, je possède 2 véhicules à 4 roues motrices, une remorque pour matériel, un bulldozer et une petite montagne d'outils nécessaires pour entretenir tout cet équipement. Cette chaîne ne traite pas d'équipement, mais de la création d'une forêt dans le désert et des moyens d'y parvenir. Il y a tellement de choses que je ne vous ai pas partagées sur cette chaîne, et j'ai même caché certains échecs. Je n'ai pas caché ces échecs par peur, je voulais simplement prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils signifiaient et à leur place dans l'ensemble du projet. Je crois que si je vous montre mes échecs sur le chemin de la création réussie d'une forêt dans le désert, j'espère qu'au moins quelques-uns d'entre vous croiront que vous pouvez le faire aussi. Les histoires de tempêtes de poussière ont toujours comporté 3 éléments: l'eau, les plantes et la logistique. Ce sont toujours les problèmes au départ. Ce seront toujours les problèmes. L'eau ne signifie pas vraiment de l'eau potable. Même à 2 heures de la ville, il est assez facile de remplir un intermediate bulk container d'eau et de le transporter sur ma remorque. Pour moi, l'eau signifie de l'eau dans le sol, là où les plantes au train s'attendent avant de la trouver, c'est-à-dire au niveau des racines. C'est l'épisode du premier anniversaire marquant 1 an d'efforts pour planifier et construire la forêt désertique. Retour en février dernier pour vous actualiser. Waouh, regarde comme le sol est humide. Ouais, regarde, tout ça, oh, ça vient en fait des racines. Mais oui, le sol, il y a de l'humidité dedans. Super. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est génial. C'était dur, mais là-bas, il y a quelque chose de profond, une terre profonde. Et c'est tout l'intérêt entre creuser de ce côté et de l'autre, c'est que les sols vont être différents. Les conditions seront différentes. Donc pour le savoir, je dois vraiment laisser évoluer les choses. Donc il vaut mieux tester plusieurs endroits différents et ne pas tout miser au mauvais endroit. Ouais, absolument. Cette année, le plus grand succès, ce sont les baignoires remplies de terre, où j'ai planté un bon mélange de plantes. J'ai planté du sorgho, des niébés et quelques autres plantes. Les niébés ont bien poussé, mais le sorgho a surtout très bien réussi. Ce qui n'a pas marché, c'est de semer les graines à la main. J'avais un sac de graines et je les jetais littéralement dans les baignoires remplies de terre pour avoir une idée de ce qui allait fonctionner avant d'investir beaucoup de temps et d'efforts dans une stratégie précise. Je dois comprendre 2 choses. D'abord, comment obtenir une forêt. Ensuite, comment rendre ce projet autofinancé et éviter qu'il ne soit un gouffre financier. Il doit y avoir une forme de rendement économique provenant de toute cette activité. Je ne sais pas où cela mène, mais il doit y avoir une finalité. Projet intéressant, que j'ai découvert qui était en fait en 2022. Ça s'appelle 1 milliard d'agaves. Cela a été lancé par des agriculteurs ruraux à Guanajuato, au Mexique. Pas seulement des agriculteurs ruraux, mais des agriculteurs de subsistance, des gens qui tirent une maigre existence d'1 hectare de terre, soit environ un peu plus de 2 hectares et demi. Guanajuato, qui se trouve dans le désert de Chihuahua, tout comme moi, c'est très difficile de faire pousser des choses, surtout quand on n'a pas d'irrigation et qu'il faut s'adapter à des conditions climatiques très difficiles. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réalisé que si on fait de la choucroute pour les vaches à partir d'agaves, c'est une source de nourriture très nutritive. L'agave pousse très bien ici, c'est une plante native du désert de Chihuahua. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se concentrent sur des variétés super massives. Regardez la taille de cet agave, il est plus gros que ma tête. Agave salmiana, americana, franciaccini, les vraiment gros. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent les feuilles, les mettent dans un seau, ajoutent une source de protéines, qui est généralement des gousses de mesquite. Ensuite, ils attendent 28 jours, et après cela, ils ont fabriqué leur choucroute pour les vaches et disposent d'un aliment pour bétail extrêmement bon marché. Mon idée était, pourquoi ne pas aller au siège de ce projet, Rancho Via Organica à Guanajuato, et voir si je ne peux pas apprendre quelque chose. Bonjour à tous, je suis à Via Organica. Je viens d'avoir une réunion avec l'hôte ici, et elle m'a organisé une journée entière de formation pour tout apprendre sur ce système agave mesquite. Je connais évidemment tous les avantages et j'ai tout lu en ligne, mais ce dont j'ai besoin, c'est du mode d'emploi. Elle va donc m'emmener au verger, me montrer tout le processus du début à la fin, et j'espère pouvoir rentrer au Texas et appliquer ce que j'aurai appris ici, sur mon petit coin de paradis désertique. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'agave Samiana. Samiana? D'accord. Ici, on trouve les mescaleros ou tequileros, surtout dans le nord. Comme l'agave bleue pour la tequila.
Oui, Et celle de l'agave martinata, leur miel est aussi très sucré. Regarde, de ce côté-là, il y a aussi les magueys, qui sont une autre variété. c'est de l'agave? C'est de l'agave, c'est comme une épée. C'est une autre variété, et la blanche là-bas est bien plus claire. Nous allons actuellement visiter la zone où les champs d'agave sont en cours d'installation. Eh bien, le plan est d'y aller avec Sean, de s'installer avec Sean, Aaron. Aaron, enchanté de faire votre connaissance. Nous allons préparer un parterre d'agave. Nous allons faire un parterre comme celui-ci. Oui, Celui-ci, juste ici, à environ 2 mois. Wow. Les agaves, elles commencent à pousser. Oui. Tu as vu? Et ceci en 1 an. seulement 1 an? Un an? Waouh! Ça va de 7 à 12 ans, plus ou moins. Oui, c'est la durée de vie d'un agave. Waouh, c'est long. Tu veux voir les graines? Et si tu veux les planter? Oui, s'il te plaît. Et ma première question est, est-ce que je peux acheter des graines bio? Peut-être qu'on peut vous les vendre? Et ceci en 2 ans. Waouh! Donc, ces agaves n'ont que 2 ans, et les premiers que j'ai vus avaient un 2 mois, et le deuxième parterre n'avait qu'1 an. Et ensuite, ben, on nettoie et on prépare le sol. Puis on ajoute la matière organique pour la nutrition. Et enfin, un peu de foin. D'accord. Je ne suis pas sûr des variétés d'agaves dont j'ai besoin. Aussi la méthode de propagation, qu'est-ce qui est ce mieux? Les graines ou les racines? C'est beaucoup plus rapide avec les ijuelos. D'accord, et comment s'appellent les racines? Rhizomes. Rhizome, oui, rhizome. Et une plante, presque dès la première année, la deuxième année, te donne déjà des figues. Est-ce que c'est un rhizome? D'accord. Je veux ça. Non. Donc tu vois, c'est un petit bébé agave et ensuite tu prends ces rhizomes et tu les plantes dans le sol. Et c'est l'une des choses que j'espère apprendre ici. On va préparer des libus de semences et ensuite on va installer des rhizomes parce qu'ils poussent beaucoup plus vite. J'ai montré des plates-bandes créées que d'avec des rhizomes, déjà bien développés. Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut récolter les pencas d'agave pour l'ensilage en seulement 2 ans, mais souvent 3. Ici, nous avons la graine d'agave, Agave salmiana. On les disperse pour planter. Que va-t-il se passer dans un mois? Après que Via Organica m'a initié au système Agave Mesquite, je suis prêt à rentrer au Texas pour appliquer ces idées. L'exercice de planter ces graines avec Maya a été vraiment important parce qu'il m'a donné une idée de la façon dont je vais établir ma propre source de graines, mais aussi établir mon propre agave. Si vous achetez de l'agave americana en pot, c'est très cher et j'essayais de raccourcir ce processus en passant directement par la graine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé beaucoup de temps ici à planter ces graines, et voici comment ça s'est passé. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que planter environ 3500 graines aboutirait à 0 germination. Je me disais que même si je n'obtenais que 5 ou 10%, ce serait déjà une grande réussite et une énorme économie. Mais ça n'a pas marché, et c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses que je peux prendre en compte et retourner à la planche à dessin.
Un spectateur de cette chaîne a fait don de 11 agaves, Americana, et ce qui a fonctionné, c'était de les transplanter dans les baignoires remplis de terre. Même après tout ce travail, j'avais une plante qui a survécu, et la raison c'est que Kyle m'a envoyé des plantes très jeunes, ce qui est génial. Je suis ravi de les avoir reçues. Les jeunes plants transplantés ne survivent pas facilement. Une plante un peu plus mature si elle doit traverser cette phase de déshydratation pour s'établir dans un nouveau sol avant de pouvoir vraiment se développer. Mais c'est beaucoup de travail de réaliser qu'on a un agave qui pousse que sur la propriété. Agave americana. J'ai beaucoup de lechuguilla, un autre agave. Ce n'est sans doute pas utile d'essayer d'en récolter. Les feuilles d'agave, les pancasses, sont trop petites. Mais pour l'agave americana, c'est quelque chose que je veux faire à l'avenir. Mais je me suis rendu compte que j'ai lancé le projet 1 milliard d'agaves en pensant que ce serait le principal résultat, que ce serait la façon de commencer, et l'agave a besoin de beaucoup plus d'aide pour bien s'établir. Ce qui fonctionne vraiment bien jusqu'à présent, c'est le passage au cactus, parce que la variété de cactus que je fais pousser ici est évidemment native. Et nous avons déjà traversé le processus de transplantation, environ 3500 raquettes dans les baignoires remplies de terre. Jusqu'à présent, nous avons eu très peu de pertes sur ces raquettes et j'ai eu des bénévoles qui sont venus ici avec moi. Nous avons couvert ces cactus dès que nous en avons eu l'occasion et je suis impatient de voir ce que cela va donner. Cette idée ne vient pas de moi. Les cactus, c'est l'idée de Thiago Jiménez. Il est le leader de l'agriculture centropique où ils ont mené un projet très réussi exactement comme le mien, mais dans l'outback australien, appelé Lightning Ridge. D'ailleurs, je vais mettre un lien vers cette vidéo dans la description, parce que je pense vraiment que si ce que je fais vous plaît, ça a déjà été fait auparavant. Thiago sait comment faire et je suis ravi qu'il m'ait contacté, car il est vraiment passionné par l'idée de voir cela devenir une forêt dans le désert. Je vais le faire venir ici en avril en personne, ce que j'attends avec impatience. La seule chose qui n'est pas très claire dans mon esprit, c'est comment je vais faire la transition à partir de ce que nous allons établir en premier. Il s'agit probablement du figuier de Barbarie. Ensuite, on passe à l'herbe, puis aux arbustes ligneux, jusqu'à la forêt. C'était beaucoup de travail de récolter tous ces cactus. C'est beaucoup de travail. Mais maintenant que je vois que ça commence à marcher, où les raquettes dans les baignoires de terre ont vraiment commencé à s'enraciner et qu'elles ne meurent pas, je suis très content. Je voulais vous parler de la forêt Miyawaki, car il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que tout ce qu'on y a transplanté est mort. Chacun d'entre eux. Ils ont tenu 2 mois et ils n'ont pas survécu. Je ne sais pas exactement quelle en était la cause. J'ai retiré l'ombrelle ou le tissu par soleil après 1 mois et peut-être que c'était trop de stress. Je me demande aussi si nous avions trop d'air sous le sol avec la méthode Hugel-culture. Et je ne sais pas si nous avons bien tassé toute cette terre pour éliminer les poches d'air, mais je veux vous montrer le bon résultat parce que Diane m'a apporté tellement de moringa que je n'ai pas pu tout planter à cet endroit. Regardez, ça semble dégoûtant, mais à l'écran, je vous assure que non. Voici la latrine de Dustups, et je n'arrive pas à croire que la latrine soit apparue dans un épisode, mais nous y sommes, et voici la raison. Ces plants de moringa n'ont que 2 mois et regardez leur taille. Regardez ce tronc sur ce plant transplanté. Quand je les ai plantés, ils étaient peut-être aussi hauts, donc ils ont vraiment énormément poussé, et la seule eau qu'ils reçoivent est celle qui provient des humains. Je me suis dit que cette latrine est pleine de matière organique. C'est la matière organique humaine que nous produisons presque tous les jours. Et quand nous allons aux toilettes, nous ajoutons ces copeaux de bois. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui sont si passionnés par les copeaux de bois fonctionnent, mais pas comme je l'avais imaginé. Donc, la teneur réelle en matière organique dans le sol est minimale, et pourtant nous avons le moringa qui pousse. Dans les baignoires où nous n'avons pas planté de cactus, je pense qu'il y a effectivement un argument pour les remplir à moitié, mais en utilisant une quantité très très faible et judicieuse d'amendements organiques et de copeaux de bois. J'espère pouvoir tirer la leçon du moringa des latrines et l'appliquer ici. J'ai disposé les niches pour chiens que j'ai achetées aux enchères. Elles sont ici grâce à d'excellents bénévoles qui les ont installées en mon absence dans une cour. Je veux transformer cette cour en un jardin concentré. Et je pense que la façon la plus rapide d'obtenir de l'ombre sur ces bâtiments pour préparer l'été, pas cette année, mais
mais j'espère l'année prochaine, c'est le moringa. Le moringa a très bien poussé, mais il va falloir le protéger parce que le bétail s'est rendu compte que Doe Valley, là où je fais tout ce travail, est unique. C'est protégé, le vent y est 2 fois moins fort. C'est un abri naturel contre le soleil. Les pentes nord sont toujours recouvertes d'herbe. Les pentes majoritairement exposées au sud ont besoin de toute l'aide possible. Je peux soutirer cette même leçon du moringa depuis la latrine, où je sais que cela a quelque chose à voir avec la matière organique, l'activité biologique et la matière organique déposée qui ont vraiment donné au moringa ce qui lui manquait dans la butte de culture pour bien pousser ici. Cet endroit juste ici, en fait là où mon pote Daniel a garé son camion, on pourrait avoir un joli jardin car c'est une si petite zone que ça a du sens d'apporter du paillis, de bois, du thé de compost et du biochar pour vraiment lancer cette zone. C'est vraiment agréable à voir. Maintenant que ces bâtiments sont installés et répondent à mes besoins ici, j'ai hâte d'avoir un peu de verdure et de savoir qu'on peut avoir une zone assez petite pour que l'irrigation soit pertinente. J'ai hâte de lancer ça. Il reste du travail, notamment creuser une tranchée ici pour l'électricité. Je veux semer un peu de désordre ici avant de lancer la biologie. Ça doit faire environ 75 mètres carrés. Environ 90 mètres carrés, estimation à l'œil sans mesure, mais j'en suis très satisfait, ça ressemble à chez moi. Si mon projet vous plaît, merci de liker et de vous abonner. Construire une forêt dans le désert du Texas demande de la logistique. Tous ceux qui regardent ceci sont évidemment centrés sur la valeur fondamentale de la gestion des terres et de la revégétalisation du désert. Mais si vous voulez reverdir le désert, il vous faut des infrastructures. Et j'ai commencé à partir de zéro. Quand je suis arrivé ici, j'ai dormi sous une tente. Une petite tente pliante, et j'ai fait ça pendant presque 1 an, en venant ici toutes les 6 semaines à 2 mois. Avec cette tente drache, quelle amélioration! Ce n'était pas vraiment à l'intérieur, mais juste pouvoir sortir du lit, me lever et avoir mes médicaments sur une table. Ce sont les petites choses qu'on peut tous comprendre vraiment pour acquises, et maintenant, ici, en plein hiver de janvier, où je viens de vivre une grosse tempête de poussière. Dans d'autres endroits de la vallée, des vents soutenus de 80 km/h ont été enregistrés. C'est agréable de dormir à l'intérieur, dans un lieu isolé avec un panneau solaire. Je ne vous ai pas encore montré l'épisode sur le solaire, alors laissez-moi vous présenter mon système d'alimentation. Avoir un réfrigérateur et Starlink, c'est tellement plus agréable d'être ici, et tout est alimenté par l'énergie solaire. Je vais vous montrer le processus pour assembler tout ça, et comment faire fonctionner ça à l'intérieur d'une tente faite de déchets. L'objectif est de travailler sous la tente malgré la chaleur, et d'essayer d'installer mon panneau électrique ici, ce que je dois comprendre car je n'avais pas les mesures. J'ai improvisé chez moi, ensuite on connectera le contrôleur aux batteries, puis les batteries à l'onduleur. Plus tard, je monterai et descendrai le tamis à gravier pour installer les panneaux solaires et tout connecter. Ce sera plus simple si je commence par cela. Cette planche juste ici, donc je vais installer, évidemment ceci est une jonction pour un boîtier électrique, et c'est ici que le régulateur de charge va aller. Je préfère l'avoir ici pour y accéder facilement. Ça marche, on dirait que je n'ai pas complètement chargé la batterie, mais... Oups, bon, de toute façon, j'ai du courant maintenant. D'accord, donc maintenant je peux aller directement à l'onduleur que je vais mettre dans cette boîte pour le protéger de l'eau. J'ai du courant sur mon onduleur, donc maintenant je peux faire les trucs sympas, c'est-à-dire brancher Starlink et recharger des appareils. Je suis très excité. Je peux maintenant passer à l'étape suivante du projet, qui sera assez improvisée. J'utilise mon camion pour amener mon tamis à gravier ici car je n'ai pas encore de gros engins. C'est probablement tout pour aujourd'hui.
Demain, quand j'aurai un peu de temps libre, je poserai les panneaux et je commencerai peut-être à installer les supports et à préparer le terrain, mais je ne m'occuperai pas du câblage avant demain, parce qu'évidemment ça ne sert à rien vu que le soleil est déjà parti. Voilà. Et maintenant, je vais rallumer le régulateur de charge et juste m'assurer que tout fonctionne. Bascule ça sur chaud. C'est parti. En charge. Génial, parce qu'il y en a 6. Des panneaux de 100 watts. Vous pourriez penser, eh bien, mince, tu as bien plus de puissance que nécessaire. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que ça fait maintenant 1 mois et je peux vous expliquer certains des problèmes qui sont apparus et pourquoi je pense que j'aurai en fait besoin d'un peu plus de puissance. Donc là, je suis ici à 2 heures de l'après-midi. Normalement, ce serait monté à environ 12,7 volts. Il a fait couvert presque toute la journée. Et quand il n'y a pas beaucoup de soleil sur les panneaux, c'est vraiment difficile pour eux de se recharger et ça ne tire qu'une charge de base d'environ 122 volts. Donc il y a le réfrigérateur qui est éteint en ce moment et puis il y a Starlink qui consomme normalement environ 40 watts. Mais entre le réfrigérateur qui s'allume et s'éteint et Starlink qui tire entre 30 et 60 watts tout le temps, c'est à peu près ce que ce système a assez de puissance pour faire fonctionner de façon constante dans toutes les conditions météorologiques. Le seul autre problème que j'ai eu depuis l'installation, c'est que quand je suis arrivé ici, tout était éteint et ce qui s'est passé, c'est que le disjoncteur a sauté. Il se peut que mon disjoncteur soit trop petit. Actuellement, c'est un disjoncteur de 10 ampères. Je dois consulter un expert en système solaire pour savoir si je dois installer un fusible plus puissant, mais cela reste facile à remplacer. Une coupure d'électricité n'est pas grave. Ça signifie seulement que je n'ai pas la météo en temps réel, mais ce n'est pas un vrai problème. Être ici est très agréable. J'ai un réfrigérateur avec du fromage, de la salsa, du soda et quelques condiments pour sandwich, juste des choses basiques. Donc ça me permet de rester ici plus longtemps sans avoir à aller chercher de la glace. Vous pouvez voir que c'est là où je me suis assis, juste à côté de mon tamis à gravier où j'avais installé tous les panneaux solaires. C'était juste ici, à côté de la tente Drache que vous venez de voir, et j'ai pu le brancher à mon Suburban parce que le Tacoma va être remplacé, puis tirer tout ça en position orientée plein sud. Je sais que c'est plein sud parce que là-haut, sur Eagle Mountain, il y a un petit dôme blanc qui n'apparaît pas à la caméra, mais qui est quasiment plein nord à quelques degrés près. Mais laissez-moi vous montrer l'installation électrique que j'ai et vous faire un petit tour rapide de ma chambre. Donc, je me suis un peu fait avoir et j'apporterai un matelas la prochaine fois, mais ce sont vraiment des choses simples, comme des étagères et avec quelques médicaments, et pour l'instant, le matériel électrique est là-haut. Ça, c'est le régulateur de charge, il va être installé ici, juste au-dessus du panneau électrique, et puis ce boîtier de fusible sera aussi placé juste ici. Je dois percer quelques trous ici pour éviter que ces câbles ne traînent partout. J'ai de jeunes enfants, enfin, ils ne sont plus si jeunes maintenant, je suppose. Mes enfants ont 7, 10 et 12 ans, mais malgré tout, je ne veux pas qu'ils tirent en tête sur les câbles électriques. Mais on va câbler tout ça assez rapidement, ce sera opérationnel avant l'été, je te le promets. Et j'ai déjà fait un travail un peu bâclé pour m'assurer que les nuits à 25 degrés ne me gélatent pas sur place. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris cette bombe de mousse expansive. J'ai bouché quelques trous. Bouché certains trous de cette aération. Cette niche à chiens était autrefois une buanderie sur le champ pétrolifère. C'est pour ça qu'il y a toutes ces bouches d'aération. En fait, c'est super parce que la façon dont j'ai amené l'électricité dans le bâtiment, c'est directement par les prises du sèche-linge. Je vais te montrer l'autre, c'est à peu près la même chose. On n'a rien fait d'autre ici à part installer un lit de camp pour Daniel, qui me rend service en conduisant mon bulldozer en ce moment. Donc on a installé un lit de camp et il y a quelques étagères, mais pour l'instant c'est une page blanche. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est qu'on peut utiliser la tente Drache pour les bénévoles. Donc on a un espace communautaire à l'intérieur où tout le monde peut prendre un repas et s'abriter des intempéries. Et si le groupe est plus petit,
Certaines personnes viennent ici une semaine et je préfère qu'elles dorment à l'intérieur. Inutile de vivre sous une tente si ce n'est pas nécessaire. Maintenant, on a aussi cette caravane de bureaux mobiles. Et pour l'instant, c'est un peu la cuisine. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire à long terme, mais j'ai installé un point d'eau. Ceci est ma table à manger. Normalement, j'ai ma chaise ici où je mange mes repas et puis je cuisine ici. J'ai quelques provisions, mais ça fait aussi chauffage et climatisation et c'est isolé, ce qui est super. Bientôt, quand j'aurai le temps, ce qui n'arrivera probablement jamais, mais j'espère bientôt, on enlèvera cette chose des remorques ou des essieux de la maison mobile, et une fois qu'on l'aura retirée des essieux, on pourra la mettre sur des chandelles, ce qui la rendra un peu plus stable. Et à plus long terme, je pourrai la poser sur des blocs de ciment et mettre un habillage autour, et elle sera alors bien mieux isolée. On n'aura plus l'air qui souffle en dessous en permanence. En ce début janvier, environ 3 hectares et demi ont été excavés. 2,6 hectares sont comme des baignoires de terre, le reste ce sont de nouvelles terrasses que j'ai construites. Peut-être avez-vous déjà vu cet épisode, ou pas, je ne sais plus dans quel ordre je publie. Il y a donc des terrasses, un barrage, et non un étang qui est sain construit, et on va travailler sur le déversoir ici. Plus tard cet après-midi, j'ai tout marqué. On est prêt à commencer. Quand Thiago viendra ici en avril. On va avoir un grand groupe ici, ce sera un séminaire payant. Pas moi, je n'ai rien à vous apprendre, mais Thiago est l'expert. Intéressé pour y assister ? Rendez-vous sur thestupsranch.com et inscrivez-vous à la newsletter pour ce séminaire. Nous allons réellement suivre le système Centropic et nous allons tout faire de A à Z. Nous allons appliquer du biochar dans les zones en terrasse. Nous allons préparer du thé de compost. Nous allons planter des cactus et mettre en place un système pour assurer le succès du projet. Merci de regarder.